L'existence même d'Israël n'a jamais été aussi menacée qu'en ce moment. Non pas par le Hamas, qui n'a pas les moyens de vaincre Israël militairement, mais par ses propres actions. Non seulement la nation subit d'énormes pertes militaires et une guerre urbaine difficile, mais l'extraordinaire brutalité d'Israël à Gaza unit le monde entier contre elle. Vous ne me croyez pas? Lors d'un récent vote à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, 174 pays, représentant 94% de la population mondiale, ont voté en faveur de l'autodétermination politique pour la Palestine, tandis que seulement 4 pays, dont Israël et les États-Unis, ont voté contre. La semaine dernière, des experts géopolitiques du monde entier se sont réunis en Allemagne pour assister à la conférence de Munich sur la sécurité. La principale leçon de cette conférence, c'est qu'Israël est devenu beaucoup plus isolé sur la scène internationale, y compris de la part de ses amis et alliés, qu'il ne le pense. Israël dépend désormais entièrement de son seul véritable soutien et facilitateur restant dans cette guerre, qui était bien sûr les États-Unis. Mais de façon surprenante, même le soutien des États-Unis diminue désormais rapidement. Près de 60% des Américains, soit presque 3 personnes sur 5, soutiennent un cessez-le-feu, tandis qu'il ne reste plus que 19% qui s'y opposent. Et pourtant, de façon incroyable, certains dirigeants israéliens appellent désormais ouvertement à une guerre encore plus large au Moyen-Orient. Agissant sur la base de renseignements concernant le Hamas et les otages, les forces spéciales israéliennes ont mené un raid jeudi dernier contre l'hôpital principal du sud de Gaza, malgré les appels internationaux à la protection des civils. Cela coïncide avec les inquiétudes qu'a de l'Égypte concernant l'offensive terrestre prévue par Israël à Rafah, où 1 400 000 Palestiniens déplacés se réfugient. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais révéler la vérité glaçante derrière le véritable objectif à long terme d'Israël à Gaza, et au-delà, et comment cela n'a en réalité rien à voir avec la défaite du Hamas. La vérité va vous choquer. Analysons cela. Le gouvernement israélien affirme qu'il mène un combat moral pour sa survie contre le Hamas, et qu'il doit donc prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la destruction totale de Gaza, pour survivre. Mais la dure réalité, c'est que cela est faux. Laissez-moi vous expliquer. Pendant toutes les années de la domination du Hamas à Gaza, après 2007, le Hamas n'a jamais capturé de territoire israélien, et encore moins menacé de près ou de loin l'existence ou la survie d'Israël. Franchement, il ne pourrait pas le faire même s'il le voulait. Le Hamas compte environ 30 000 combattants, tandis que les forces de défense israéliennes disposent de plus de 600 000 membres actifs et réservistes. Le Hamas ne dispose pas de forces aériennes, de véhicules blindés, de bases industrielles militaires, ni d'aucune capacité de manœuvre géographique en dehors de Gaza. De plus, le Hamas lance de nombreuses roquettes, mais presque toutes sont interceptées, ou causent peu de dégâts. Pour faire simple, Israël possède une domination militaire écrasante, et il n'y a même pas de comparaison possible. Il est important de noter que le 7 octobre n'a pas été le résultat d'un Hamas renforcé ou plus meurtrier, mais plutôt d'une défaillance choquante de la sécurité israélienne. Les dirigeants israéliens avaient ignoré de nombreux avertissements concernant une attaque imminente du Hamas et, de façon inexplicable, avaient laissé la frontière entre Gaza et Israël gravement sous-dotée en effectifs. Encore plus stupéfiant, ils ont agi ainsi seulement quelques jours après que des extrémistes israéliens ont pris d'assaut le complexe de la mosquée Al-Aqsa, l'un des sites les plus sacrés de l'islam. Le Hamas a exploité la faille de sécurité d'Israël en franchissant facilement la frontière le 7 octobre. À présent, on sait aussi que les morts civiles israéliennes ce jour-là ont été en partie causées par les bombardements aériens israéliens et les tirs croisés lors de la contre-attaque de Tsahal. Mais en renforçant à nouveau la frontière avec Gaza, Israël a facilement empêché d'autres incursions terrestres du Hamas. Ce qui est troublant, c'est que la domination militaire totalement disproportionnée d'Israël s'étend aussi aux morts civiles. Regardez simplement ce graphique inquiétant. Entre 2008 et 2022, le Hamas et d'autres militants ont tué environ une douzaine de civils israéliens par an, tandis qu'Israël tuait généralement au moins 10 fois plus de civils palestiniens. Il y a eu un pic en 2014, lorsque Israël a envahi Gaza, avec 19 civils israéliens tués contre 1760 civils palestiniens. Et bien sûr, le 7 octobre, avec environ 1100 civils israéliens tués contre plus de 20 000 civils palestiniens, principalement des femmes et des enfants, tués à Gaza, et ce nombre continue d'augmenter. Maintenant, le graphique que je viens de vous montrer date du 3 janvier. À ce jour, le nombre de morts à Gaza a maintenant dépassé 28 000 civils innocents. En tant que tel, il n'y a tout simplement aucun argument pratique, géopolitique, juridique et encore moins éthique pour la destruction et la brutalité génocidaire qu'Israël a infligée aux civils palestiniens, à Gaza. Le récit qu'Israël vend à sa population, selon lequel Gaza doit être anéanti pour assurer la survie d'Israël, est promu par la même classe politique qui a relâché la vigilance d'Israël avant le 7 octobre. Pour faire simple,
Les dirigeants israéliens cherchent à dissimuler leurs erreurs en anéantissant Gaza. Maintenant, si vous pensez que c'est faux, et que vous croyez qu'Israël mène une campagne de bombardement soigneusement ciblée et fait de son mieux pour éviter les victimes civiles, alors écoutons simplement les citations directes des plus hauts dirigeants israéliens. Toute la bande de Gaza doit être vide, rasée, exactement comme à Auschwitz. Qu'on en fasse un musée pour que le monde entier voit ce dont Israël était capable. Que personne ne réside dans la bande de Gaza, pour que le monde entier le voie. Parce que le 7 octobre a été d'une certaine manière un second holocauste. C'était le maire israélien Matoula David Azoulay. Ou prenez le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, un fasciste autoproclamé, qui appelle à réduire la population de Gaza à 100 000 ou 200 000 personnes, contre plus de 2 millions actuellement. Et puis il y a le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, qui a déclaré que Gaza ne redeviendra pas ce qu'elle était auparavant. Nous allons tout éliminer. Au fil des années, Israël a répondu aux roquettes du Hamas par des massacres périodiques, comme en 2014 et par des frappes aériennes plus régulières. Les Israéliens ont même un nom glaçant pour ces tueries périodiques, qu'ils appellent « tondre la pelouse ». Il est de notoriété publique en Israël que le Hamas a longtemps servi d'instrument politique à bas coût utilisé par le Premier ministre Netanyahou pour prouver aux Israéliens qu'une solution à deux États est impossible. Et il est en fait crucial de ne pas oublier que Netanyahou a effectivement soutenu le Hamas dans le seul but de diviser et d'affaiblir l'autorité palestinienne, qui a toujours essayé de faire fonctionner une solution à deux États. À la fin de l'année dernière, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a parfaitement résumé la situation actuelle avec la déclaration suivante, qui donne des frissons. Gaza est en train de devenir un cimetière pour les enfants. Des centaines de filles et de garçons seraient tués ou blessés chaque jour. Les opérations terrestres de l'armée israélienne et les bombardements continus touchent des civils, des hôpitaux, des camps de réfugiés, des mosquées, des églises et des installations de l'Organisation des Nations Unies, y compris des abris. Personne n'est en sécurité. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, sachez que plusieurs médias et grands organes de presse ont été forcés d'admettre à quel point le bombardement massif et indiscriminé d'Israël sur Gaza est devenu étendu. Commençons par cet article révolutionnaire du Guardian intitulé « Comment la guerre a détruit les quartiers de Gaza, enquête visuelle ». À l'intérieur, vous trouverez la carte la plus troublante montrant les bâtiments endommagés à Gaza depuis le 7 octobre. Il ne s'agit pas d'Israël essayant d'éliminer le Hamas. Il s'agit d'Israël essayant d'éliminer toute chance future qu'une vie normale revienne un jour à Gaza. Mais comment Israël a-t-il fait cela ? Je pensais qu'il prenait toutes les précautions nécessaires pour réduire la perte de vies civiles innocentes. Eh bien sûr, c'est l'histoire qu'on nous a tous racontée. Mais la vérité est révélée dans cette enquête du New York Times, qui commence par cette déclaration glaçante. Au cours des 6 premières semaines de la guerre à Gaza, Israël a régulièrement utilisé l'une de ses bombes les plus grosses et les plus destructrices, dans des zones qu'il avait désignées comme sûres pour les civils. L'enquête vidéo se concentre sur l'utilisation de bombes de 900 kg dans une zone du sud de Gaza, où Israël avait ordonné aux civils de se déplacer pour leur sécurité. Il ajoute ensuite que depuis octobre, les États-Unis ont envoyé plus de 5000 munitions Mark 84 à Israël, un type de bombe de 900 kg. Ou prenez cette enquête de Cable News Network, qui montre des images troublantes d'une bombe de 900 kg larguée sur un camp de réfugiés à Gaza. Il poursuit en disant que ces bombes de 900 kg sont 4 fois plus lourdes que les plus grosses bombes que les États-Unis ont larguées sur Daesh en Irak. Mark Garlasco, un ancien analyste du renseignement de la défense américaine et ancien enquêteur sur les crimes de guerre à l'Organisation des Nations Unies, a vérifié le rapport de Cable News Network et a déclaré que l'intensité des bombardements israéliens au cours du premier mois à Gaza n'avait pas été vue depuis le Vietnam. Il faut remonter à la guerre du Vietnam pour pouvoir faire une comparaison. Même lors des 2 guerres en Irak, ce n'était jamais aussi intense. Les experts en munitions ont attribué l'utilisation massive de ces bombes à l'augmentation fulgurante du nombre de morts à Gaza. Mais le fait qu'Israël ait délibérément utilisé l'une de ces bombes les plus destructrices dans l'une des zones les plus densément peuplées de la planète est franchement écœurant. Mais maintenant, nous arrivons au cœur du problème. Netanyahou a ordonné de raser Gaza, non pas pour protéger Israël du Hamas, mais pour expulser de force toute sa population en rendant Gaza totalement inhabitable. Cela lui permettra de réaliser sa mission de longue date, obtenir le contrôle total d'Israël sur ce territoire, et plus fondamentalement, sur l'ensemble du Grand Israël. Cela inclut Israël dans les frontières d'avant la guerre de 1967, plus Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. En d'autres termes, il s'agit essentiellement de toutes les terres situées entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée.
Netanyahou obtient en prime de pouvoir s'accrocher au pouvoir, malgré ses autres échecs graves. Le Grand Israël abrite environ 7 millions de juifs et 7 millions de Palestiniens musulmans et chrétiens. De toute évidence, Israël ne peut gouverner le Grand Israël qu'en dominant totalement 7 millions de Palestiniens, ou en les chassant de leur foyer par la guerre, la violence et une discrimination extrême. Cette quête du Grand Israël a conduit la nation à commettre certains des crimes les plus graves contre le peuple palestinien, ce qui est exactement ce que la Cour internationale de justice a jugé, lorsqu'elle a confirmé qu'Israël commet effectivement un génocide plausible à Gaza. Si vous avez besoin d'une preuve supplémentaire que cette guerre ne vise pas vraiment à éliminer le Hamas, mais plutôt à préparer la domination de tout l'avenir de Gaza, regardez ce nouveau rapport, qui a été révélé la semaine dernière, et montre comment Israël a accordé des licences d'exploration de gaz naturel dans des zones considérées comme faisant partie des eaux territoriales palestiniennes, en préparation de l'occupation de ces régions. Bien sûr, ce nouveau développement a suscité des inquiétudes quant à de potentielles violations du droit international, mais soyons honnêtes, ces inquiétudes existent depuis des décennies concernant le traitement de la Palestine par Israël, et il n'y a jamais eu de véritable démarche sérieuse pour réellement tenir Israël responsable de ces normes internationales. La tentative d'Israël de créer violemment un grand Israël échouera. Tsahal subit d'énormes pertes dans la guerre urbaine brutale à Gaza, et bien qu'Israël ait tué plus de 28 000 Gazaouis, dont la majorité sont des femmes et des enfants, il n'a pas détruit la capacité du Hamas à résister à l'invasion israélienne. Les dirigeants de Tsahal affirment que vaincre le Hamas nécessitera encore de nombreux mois, mais bien avant cela, l'opposition mondiale deviendra très probablement insurmontable. Certains dirigeants israéliens appellent même ouvertement à une guerre encore plus large au Moyen-Orient. De plus, les États-Unis ne sont pas en position de continuer à soutenir Israël sans condition, encore moins de mener une guerre plus large au Moyen-Orient. Après avoir été trop dispersés et avoir épuisé leur stock de munitions à la fois en Ukraine et à Gaza, les États-Unis font également face à une isolation diplomatique sévère et coûteuse en défendant les actions indéfendables d'Israël. Lors des récents votes du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, les États-Unis se sont retrouvés presque seuls à soutenir les actions extrêmement violentes et injustes d'Israël. Cela nuit aux États-Unis, ainsi qu'à d'innombrables autres domaines de la politique étrangère et de l'économie mondiale. Le peuple américain s'oppose fermement à une nouvelle guerre menée par les États-Unis, et son opposition se fera entendre en cette année électorale, même par un congrès sous l'influence du complexe militaro-industriel, et même par un gouvernement dans lequel le lobby israélien détient un pouvoir et une influence incroyables. Les dépenses liées à l'armée ont également mis le budget fédéral américain sous une pression énorme, ce qui a été un facteur central dans l'explosion de la dette publique, passant d'environ 35% du produit intérieur brut en 2000 à un chiffre stupéfiant de 100% du produit intérieur brut aujourd'hui. Avec l'envolée de la dette et la hausse des taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires et à la consommation, le peuple américain résiste aux appels de Joe Biden pour davantage de dépenses déficitaires, afin de financer les guerres en Ukraine et à Gaza. Les États-Unis et les pays arabes devraient rapidement s'entendre sur la création d'une force conjointe de maintien de la paix afin d'assurer la sécurité des deux parties dans le cadre de la mise en œuvre d'une solution à deux États. Mais alors que nous concluons la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais terminer par une dernière réflexion importante, et c'est la clarté morale. L'année dernière, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est tenu aux côtés du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur une base militaire à Tel Aviv et a déclaré ceci. Trop souvent dans le passé, les dirigeants ont hésité face aux attaques terroristes contre Israël et son peuple. Cela doit être un moment de clarté morale. Blinken avait raison dans cette déclaration. La clarté morale exige que le monde condamne les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre, ainsi que l'emprisonnement des otages comme étant un mal absolu. Mais ces atrocités justifient-elles la riposte d'Israël sur Gaza, qui a jusqu'à présent tué plus de 29 000 Palestiniens, dont plus de 12 000 enfants? De plus, cela a conduit à ce que plus d'un demi-million de personnes à Gaza soient désormais confrontées en ligne à une faim catastrophique, équivalente à des niveaux de famine. Bien sûr, la réponse est clairement et résolument non. Condamner Benjamin Netanyahou et son gouvernement pour avoir exercé une vengeance disproportionnée sur des innocents à Gaza, ce n'est pas être anti-Israël. C'est en réalité être pro-Israël. Souvenez-vous de ma phrase d'introduction dans la vidéo d'aujourd'hui. L'existence même d'Israël n'a jamais été aussi menacée qu'en ce moment. Pas par le Hamas, qui n'a pas les moyens de vaincre Israël militairement, mais par ses propres actions. Les dirigeants et diplomates israéliens doivent arrêter de crier que tous les critiques sont des antisémites et écouter ce que le monde dit réellement. Israël
et la Palestine doivent vivre côte à côte sur la base du droit international et de la sécurité mutuelle. Le soutien à une solution à deux États est un soutien à la paix et à la sécurité du peuple juif dans l'État d'Israël, ainsi qu'un soutien à la paix et à la sécurité du peuple palestinien dans l'État de Palestine. En revanche, continuer à soutenir le génocide d'Israël à Gaza, qui augmente le sentiment anti-israélien et anti-américain dans le monde entier, est complètement et directement opposé à la sécurité à long terme d'Israël, et peut-être même à sa survie. Les États arabes et islamiques ont déclaré à plusieurs reprises leur volonté de normaliser leurs relations avec Israël dans le cadre d'une solution à deux États. Les États-Unis et les pays arabes devraient rapidement s'accorder sur la mise en place d'une force conjointe de maintien de la paix afin d'assurer la sécurité des deux parties dans le cadre de la mise en œuvre de cette solution à deux États. C'est ce que le monde entier souhaite. Et pour être franc, c'est ce que le monde entier a besoin de voir. Merci à tous d'être arrivés à ce point de la vidéo. Et comme toujours, j'apprécie énormément votre soutien incroyable. N'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, laissez-moi un commentaire ci-dessous, car j'aimerais beaucoup connaître vos avis et vos opinions sur la vidéo d'aujourd'hui, à propos d'Israël et du Hamas, et sur ce à quoi pourrait ressembler l'avenir de cette guerre. Merci à tous pour votre soutien et on se retrouve très bientôt dans notre prochaine vidéo.